Qui a déjà entendu parler de OpenAPI et Swagger ici? Super, très bien. Public parfait. Du coup, donc je m'appelle François Guillaume. Si ça fonctionne pas, ça va être difficile. Ok, très bien. Donc je m'appelle François Guillaume Ribro. Si je viens vous parler là de OpenAPI et de Swagger, c'est parce que j'ai utilisé ça sur les précédentes startups que j'avais cofondées, dont Bringer. J'avais mis ça en place chez iAdvise, on avait mis d'autres choses en place autour de ça, donc ça va être intéressant peut-être d'y revenir si on a un peu de temps à la fin. Et maintenant je travaille chez Ouest France sur la partie architecture de chez Ouest France. Et en parallèle de ça, j'ai construit d'autres SaaS. Donc ça parle à tout le monde, c'est Software as a Service. Hein. Donc on crée des logiciels qui sont self-service, qu'on va pouvoir utiliser directement depuis le navigateur. Donc ImageChart, Redsmith et MailPoppin. Et on va s'intéresser à ImageChart parce que ce talk là en fait c'est un retour d'expérience sur ce que j'ai pu mettre en place sur ImageChart. Et vous pouvez me retrouver sur GitHub et Twitter avec le login FGRibro. Bien, donc du contexte. Je ne sais pas ici si vous connaissez Google ImageChart. Google ImageChart, c'est un service super cool, qui est assez vieux, et qui permet à partir d'une URL de générer un graphique. Donc dans l'URL ici, ce qu'on voit, c'est que CHT égale P3, ça veut dire que je veux un pie chart en 3D. Donc c'est la nomenclature Google. Les données, c'est 60 et 40. Ça va être un graphique de 500 pixels par 500 pixels, et je vais avoir deux labels. Et quand vous faites entrer, ce que ça fait derrière, c'est que ça retourne une image. Donc j'ai une URL qui mappe ça sur une image. Et là où c'est super efficace, super intéressant, c'est que je vais pouvoir mettre ça dans une balise image et utiliser ça directement dans des emails. Qui n'a pas eu, c'est extrêmement painful de devoir générer via ImageMagick, par exemple, au hasard, une image pour ensuite intégrer ça dans un email pour envoyer ça en rapport à des clients. Qui a déjà eu cette problématique? Normalement, il y en a quelques-uns. Et le problème, c'est que ça, je l'avais entre différents projets, donc là, par exemple, Bringer, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, tiens, je vais utiliser Google ImageChart pour ça. Le problème, c'est que depuis avril 2012, le service est deprecated, et si vous lisez les clauses de Google, ça peut être coupé à n'importe quel moment. Ce qui est dommage quand on construit un service et on fait payer des gens pour ça, de se baser sur un autre service qui, lui, peut être coupé à n'importe quel moment. Du coup, en bon développeur, je me suis dit, oh, bah, c'est très simple, ce que je vais faire, c'est que je vais redévelopper mon propre service qui fait exactement la même chose, avec exactement la même API. Donc là en fait vous voyez, la seule chose qui change c'est le nom de domaine devant, mais sinon tout le reste, l'objectif c'était que ça soit compatible. Donc ça s'appelle ImageChart. Et comme j'étais tout seul, je me suis dit bon c'est très simple, ce que je vais faire c'est que je vais tout automatiser. Et mon objectif c'est d'avoir une documentation d'API automatique, un client qui me permet de tester mon API de manière automatique, donc ceux qui ont déjà fait du Swagger vous voyez directement où je vais avec ça. Et puis d'avoir la validation de mes entrées à partir si possible de ma spécification Swagger, et puis aussi, là c'est les deux points qui vont nous intéresser, c'est de générer un écosystème de plugins, et je reviendrai là-dessus, ainsi que des librairies clientes. Je me suis dit, quel est le standard? Le standard c'est OpenAPI Swagger. Alors Swagger c'est l'ancien nom, et OpenAPI maintenant c'est une fondation qui se base sur le standard Swagger, qui est supporté par Microsoft, Google, IBM, et dont l'objectif est justement de promouvoir un standard unique qui permet d'écrire des API, REST. Le prototype d'ImageChart s'était développé en Node.js avec API, pour ceux qui connaissent, c'est un framework qui permet de développer des API. Et j'ai utilisé la librairie qui s'appelle API Swagger. Et comment ça se passe? Au moment où je déclare ma route, donc là c'est un exemple de route, quand je déclare ma route, je vais pouvoir préciser dans la partie validate les différents paramètres que j'accepte en entrée. Et pour chaque paramètre, je vais pouvoir dire est-ce que c'est un nom, c'est une chaîne de caractères, est-ce qu'il est required, est-ce qu'il match un pattern, est-ce que c'est un enum, etc., etc. Cette librairie-là va me permettre deux choses. Et cette librairie-là particulièrement. La première, c'est d'être Single Source of Truth. Single Source of Truth, pour ceux qui n'ont pas entendu parler de ce principe-là, ça consiste à dire que dans un système donné, une information doit être disponible à un seul endroit, et que dans le reste de mon système, j'y accède par référence. En gros, dès qu'on duplique de l'information, on ne respecte pas ce principe-là, et il y a plein de mauvaises choses qui se passent. Cette librairie-là permet, au moment de l'exécution, de générer automatiquement ma description Swagger. Donc en fait, une fois que j'ai défini toutes mes routes là, avec les métadatas autour, donc on voit qu'il y a des descriptions, notes, des tags, etc. Ça va me générer mon Swagger. C'est très important de choisir là c'était en Node.js, mais vous avez d'autres frameworks, d'autres runtime plutôt, où les librairies sont très mal codées. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles vous demandent de faire d'un côté votre spécification Swagger, et de l'autre, d'avoir votre code.
Et ça, c'est une mauvaise approche parce qu'on ne respecte pas le principe de single source of truth, et je vous dis ce qui se passe à la fin, c'est que votre spécification, votre fichier de spécification, vous ne le mettez pas à jour, votre code évolue, et du coup, vous avez un mismatch entre la réalité et votre spécification Swagger. Et là, ici, on part du code pour générer la spécification, ce qui est la bonne approche. Et deuxième point, ça me fait la validation des entrées. Donc là, comme vous le voyez, ID, si je ne le passe pas à ma route, automatiquement, je vais avoir une erreur qui va être générée par la librairie API Swagger. Donc c'est assez cool, je n'ai pas besoin de gérer la validation, et en plus j'ai un format d'erreur standard sur toute mon API. Si je lance le programme, ce qu'on voit, donc ça vous pouvez directement y accéder sur le site, sur l'adresse swagger.json, je vais avoir ma description, donc dans le format normalisé, et on voit qu'on a une route qui s'appelle /chart, que je peux accéder en get, et en get j'ai un nombre, ici là vous voyez, je les ai réduits, mais il y a énormément de paramètres, parce que c'est ce qui me permet de spécifier mon graphique. Ça, c'est la description Swagger de mon API. Et grâce à ça, je vais pouvoir utiliser Swagger UI. Swagger UI, c'est une librairie front. Vous lui donnez un swagger.json et elle va être capable de vous générer cette interface-là. Donc vous avez en fait une documentation de votre API et vous pouvez même tester votre API grâce à Swagger UI. Et du coup, vous pouvez voir le résultat. Donc dans mon cas, moi, c'est intéressant parce que ça m'affiche directement les graphiques. Et petit bonus, ce que j'ai fait par rapport à Google, c'est que ça génère aussi des GIFs. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir un graphique animé, ce qui est assez cool pour les clients parce que quand ils ouvrent leur email, ils ont directement un GIF qui s'affiche, donc une animation de leur graphique. Comment ça marche au niveau du déploiement? Comment j'ai automatisé juste cette partie-là? Je fais un git push classique, ça arrive sur mon CI, mon intégration continue, et là je vais valider que j'ai toujours un code coverage qui soit supérieur à 90%. Vous allez comprendre pourquoi ensuite. C'est pas 98%, pardon. Donc j'utilise NYC pour ceux qui connaissent, c'est basé sur Istanbul. La deuxième partie intéressante, c'est que je vais mettre automatiquement à jour les dépendances. Updater, ce que ça fait, c'est que ça prend vos dépendances une à une, ça les met à jour et ça réexécute vos tests. Et si les tests passent, ça veut dire théoriquement que ma dépendance, je pouvais la mettre à jour automatiquement. Donc là j'ai un commit qui passe derrière, et tout ce process-là, je le fais de manière journalière automatique. C'est mon CI qui le fait de manière journalière, ce qui fait que j'ai pas besoin de mettre à jour les dépendances de mon projet. Et mon projet met ses dépendances à jour tout seul, dans la majorité des cas. Bien entendu, dès que vous avez une mise à jour majeure qui n'est pas backward compatible, ça ne fonctionnera pas, il faudra une intervention humaine. Mais ce qui est important de noter, c'est que sur les projets dont je vous ai parlé précédemment, ils peuvent se mettre à jour tout seuls, donc tout ce qui est patch, etc., ça arrive en prod tout seul. Mais pour ça, il faut que j'ai confiance en mes tests, on est d'accord. Et ensuite, ça part en production, donc à la fois sur Clever Cloud et sur GKE chez Google. Donc là, j'ai une documentation d'API, j'ai un client automatique grâce à Swagger UI, et j'ai la validation de mes entrées. Ce qui me reste à vous montrer, c'est l'écosystème de plugins et les librairies clientes. Alors, quand on se met dans la position du start-upper qui est en train de monter son SaaS, ce qu'on veut, c'est de l'acquisition. Parce que j'ai beau monter mon SaaS, si personne ne vient l'utiliser, ben, je ne vais pas gagner d'argent avec ça. Donc l'idée, c'était d'aller là où les gens avaient besoin d'afficher des graphiques dans des emails. En France, il y a des développeurs qui ont lancé un truc qui s'appelle MJML. MJML, c'est un langage balisé qui est basé sur React derrière, mais vous n'êtes pas obligé de connaître React. En fait, vous n'avez même pas du tout besoin de savoir connaître React. Et ce langage balisé-là, une fois qu'il est compilé, il va vous générer le code HTML et CSS inline, bien sûr, pour vos emails. Pour ceux qui ont fait de l'intégration email, cette partie-là est assez painful. Et là, en fait, ça, ce que ça fait, c'est que ça vous le cache, et vous avez des emails qui sont responsive. Du coup, eux, c'était ma cible, une de mes cibles, et je me suis dit, la communauté qui est derrière ça va être intéressée que je leur propose de pouvoir avoir des graphiques directement dans ce langage de balisage-là. Donc il fallait que je crée un composant pour MJML, qui existe maintenant, qui s'appelle MJML Chart, et je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé derrière. Donc ça me permet d'avoir l'acquisition sur mon SaaS. Dans la spécification que je vous montrais tout à l'heure, là tout ce que vous voyez à l'écran, c'est un paramètre, c'est la définition d'un paramètre. Et ce paramètre-là, en fait, il s'appelle CHCT, donc ça permet de définir le type de graphique. C'est un enum, donc on voit les différentes valeurs possibles, et on retrouve notre P3 de tout à l'heure. Et j'ai une balise xmeta. Et xmeta, au niveau du standard, ça me permet d'étendre le standard. Alors l'idée, c'était pas de recréer un nouveau standard, parce que sinon on a plein de standards. L'idée, c'était justement d'étendre le standard pour ajouter quelques informations qui seraient utiles pour la génération de cette fameuse librairie MJML Chart. Ce qu'on voit ici, c'est que j'ai implémentation status qui est en complete pour cette partie-là, ce paramètre-là de la query string. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est pour chaque paramètre, je vais dire est-ce que par rapport à Google Image Charts, je suis ISO ou
est-ce que je suis en implémentation partielle ou est-ce que je suis totalement en train de faire un nouveau truc, ça n'a aucun rapport avec Google Image Charts. L'intérêt de ça, c'est que dans les librairies que je vais générer automatiquement, je vais être capable de filtrer tous les paramètres en disant ok, pour la librairie, tu vas prendre uniquement les paramètres qui sont totalement compatibles avec Google Image Charts. J'ai pas envie d'exposer dans mes librairies des paramètres qui seraient actuellement en proof of concept ou juste en version bêta. Comment je construis MJML Chart? Dans un premier temps, je vais télécharger le swagger.json, le mettre en local. Ensuite, je vais générer la librairie elle-même. Donc là, en fait, cette librairie-là, elle est assez simple, hein. Il y a deux fichiers. Il y a le README, où je vais générer la documentation automatique. Et puis, j'ai mon composant, je génère mon composant. Et puis mon composant, comme ça sort de ES6, je le transpile avec Babel en ES5. J'exécute mes tests. Donc là, en fait, les tests, je vais valider que mes exigences pour cette librairie-là sont compatibles avec ce qui vient d'être généré. Je vais m'assurer du code coverage, je vais envoyer du code coverage sur un système externe, ce qui permet de suivre le coverage dans le temps. Bon là il est toujours de 100%, donc ça ne change pas. Et puis Updater, je le réutilise ici. Et Updater, je le rappelle, ça permet, ce que ça fait, c'est un petit script, enfin c'est un programme dans l'écosystème Node, mais il y a des équivalents dans les autres langages. Et ce qu'il fait, c'est qu'il met à jour les dépendances une à une, il exécute les tests, et si ça marche, je vais pouvoir committer derrière et donc avoir mes dépendances qui se mettent à jour automatiquement. Vous comprenez bien que là c'est super intéressant parce que si je crée tout un écosystème de plugins avec un système de build journalier, je vais être capable d'avoir mes plugins qui sont à jour automatiquement. En tant que développeur, quand je vais voir un plugin, si je m'aperçois que ça fait 6 mois qu'il n'a pas été mis à jour, je ne vais pas le prendre. Bon, ok, 6 mois c'est peut-être gentil, 2 ans qu'il n'a pas été mis à jour, je ne vais pas le prendre parce que tout va être au rouge, attention celui-là il n'est pas à jour, etc. Là, ce qui est intéressant, c'est que le plugin continue à être mis à jour, les tests sont exécutés, donc normalement, il n'y a aucun problème. Je vais générer un changelog et je vais générer une release. Donc tout ça, ça se fait de manière automatique dans le CI, soit à chaque fois que je modifie le code, soit de manière journalière, pour vérifier que tout ça, ça fonctionne et que le plugin se mette à jour. Petit point intéressant, ce que vous voyez en bas, là, en fait, c'est que la release de chaque librairie autour de mon SaaS est en même version que la version du protocole Swagger. C'est ce que vous voyez ici avec JQnode. JQnode, ça permet d'aller lire un JSON et ensuite d'exécuter du JS dessus, mais en CLI. C'est un peu comme JQ, mais plus puissant, pour ceux qui connaissent. Donc là, comment ça marche derrière? On a le fichier modèle. Le fichier modèle, ce qu'il fait, c'est qu'il require le swagger.json. Il filtre les paramètres en disant tu me prends uniquement ceux qui sont en implémentation complète ou partielle. Et ensuite, je fais un layer d'indirection pour pas mapper directement sur le Swagger, ce qui me permet d'avoir de la maintenance dans le temps, si je change par exemple ma spécification Swagger. Et ensuite, juste en dessous, une fois que j'ai require mon modèle, je vais lire mon template de composants et je vais injecter dedans tous les paramètres. Donc le composant qui est généré, là c'est un extrait, on voit qu'on a tous les paramètres. Pour chaque paramètre, j'ai les patterns, une regex, j'ai des exemples et je sais s'il est required ou pas, si c'est un enum, etc. La seule partie que j'ai codée dans MJML Chart, c'est cette partie-là en réalité, c'est ce qui permet de construire l'URL. Donc c'est assez simple, j'ai de la chance, bon ça c'est assez simple en fait à développer. Donc ce que ça fait, c'est que pour chaque paramètre qui ont été passés à l'attribut, vous vous souvenez, c'était d'une sorte d'HTML-like, à l'attribut, pour chaque attribut, je vais vérifier par rapport à mon protocole, Swagger, est-ce que c'était required? S'il n'a pas été required, je vais mettre une erreur en disant oh, au fait, il était required, voilà des exemples de valeurs. Donc au niveau de l'expérience du développeur, c'est assez cool parce que comme MJML c'est compilé, au moment où il va compiler son email, il va tout de suite avoir ces erreurs-là qui vont remonter. Ça c'est au niveau de l'expérience assez cool et on essaye au niveau même maintenant des compilateurs de remonter le maximum d'informations à ce moment-là. Si la valeur est invalide et qu'elle ne matche pas un pattern, je vais lui montrer aussi des exemples de valeurs. Et puis si c'était un enum et qu'il n'a pas mis une valeur qui correspond à un enum, aussi je vais lui ajouter de l'information contextuelle. Au niveau de ma release, ce qui se passe, c'est que dès que le CI passe pour le service central, donc qui est Image Chart, ben, je vais lancer les builds de tous les services qui sont autour, de tous les plugins, les dépendances qui sont autour. Donc c'est ce que je vous ai montré précédemment. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai un deploy, donc un push sur GitHub qui est automatique, c'est-à-dire que mon README se met à jour tout seul, et en plus, j'ai des mises à jour automatiques sur NPM, donc qui est le package manager de Node. Mais imaginez que vous avez ça, je peux le dépiler pour n'importe quel package manager aussi. Donc là, j'étais super content. Et là, ici, vous voyez, ça c'est le README d'MJML Chart. Ce que vous voyez ici, ça a été généré automatiquement avec des exemples de valeurs à droite, etc., etc. Et tout était ouvert d'ailleurs. Hop, là, juste ici, on voit les dépendances sont à jour, un code coverage à jour, les build pass, etc. Le seul moment où j'ai besoin d'avoir une intervention humaine, c'est quand mon build passe pas.
Et je suis alerté proactivement, j'ai pas besoin d'aller vérifier tous les 4 matins si une build ou autre chose n'est pas passée. Bien, donc là, on a un des plugins, donc je peux créer un écosystème, je peux l'automatiser, donc ça me permet de scale tout seul. Et ensuite, il me reste les librairies clientes. Bonne nouvelle, alors pour ceux qui connaissent un peu Swagger, vous l'avez sans doute vu, il y a un projet qui s'appelle Swagger CodeGen, qui, à partir d'une spécification Swagger, va vous permettre de générer soit des clients pour cette librairie-là, pour votre API, soit des serveurs avec des stubs, donc en fait il va générer tout le code, vous avez juste besoin de mettre le code à l'intérieur des contrôleurs, etc., etc. Je me suis dit, bah ok, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, je vais générer tous ces langages-là, et je vais un peu automatiser le truc au passage. Donc je lance un Docker avec Swagger Generator à l'intérieur, je fais un curl que je pipe dans JQnode, donc je vous ai déjà parlé de JQnode, hein, ça prend du JSON, et après entre les simples codes, là, vous mettez du JavaScript, et après ça vous permet de piper, de faire du JS dans votre shell, ça c'est cool. Et là ce que je fais, c'est que je demande au serveur de génération Swagger, donne-moi tous les langages que tu supportes. J'enregistre ces langages-là, il n'y a qu'un seul script, c'est celui-ci. Alors je vous fais pas le détail, mais en gros, pour chaque langage, je génère un dossier pour ce langage-là en local, je demande au serveur, génère-moi le client pour ce langage-là, je le dézip parce que c'est avec des zips, etc. Bon, c'est tout un sujet. Je génère le repo GitHub dans mon organisation distante, je génère un repo Git local, je commit, je push. Et à la fin, voilà ce que ça donne. Dans l'organisation, j'ai toutes les librairies qui sont actuellement supportées par Swagger CodeGen, qui ont été push automatiquement. J'étais assez content à ce moment-là. Je vais voir une première librairie en Go, parce que tout le monde aime faire du Go apparemment, c'est assez tendance. Et je vois Go Apply Client for Swagger. Donc déjà je me dis, le template par défaut pour le client d'une API en Go, il est pas top. Je vais voir ensuite le client Java, et là je m'aperçois que, bon moi j'ai qu'une seule route hein, sur mon API, mais voilà ce que ça a fait, c'est qu'il m'a mis tous les paramètres à la suite. Donc l'expérience développeur est pas top. C'est le minimum. Et puis là, ça c'est la version Scala. Donc la version Scala, en fait, le template par défaut, il a même pas de readme, donc l'expérience développeur 0. Donc je sais que personne n'utilisera ce truc-là. Néanmoins, si je le pipe avec mon système de release existant, voilà ce que ça donne. Une fois que mon CI passe pour mon service central, de la même manière que je lançais les builds, les jobs pour mon écosystème de plugins, je vais lancer aussi pour mes librairies. Et derrière, ça part sur l'organisation. Ce que je retiens sur ce dernier point, et c'est un principe assez général qu'on peut appliquer à autre chose que l'informatique, c'est que là, ici, il faut préférer la qualité plutôt que la quantité. Ce qu'on va vouloir, c'est plutôt avoir de la qualité au niveau de l'expérience des développeurs qui vont utiliser notre service, plutôt que d'avoir toutes les librairies qui existent avec les templates par défaut de Swagger CodeGen, pour au final que personne l'utilise. Ce qui est intéressant, c'est que, et ce qui est aussi dommage avec Swagger CodeGen, c'est que vous pouvez changer les templates par défaut, mais ce qui serait encore mieux, ça serait de faire une abstraction sur le push ou le déploiement sur les package managers de chaque langage. Vous voyez ce que je veux dire? On fait une abstraction par-dessus et on pourrait avoir en une seule commande pour n'importe quel langage déployer ça là-dessus, ce qui nous permettrait d'avoir une abstraction totale. Et là, on serait en 2017. Ok. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il était beaucoup plus intéressant d'avoir l'approche spécifique. J'ai terminé. Si vous avez des questions, mais je pense qu'on n'a pas le temps. Si, on a le temps. Ouais.